président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan aujourd'hui. Il revient de la Turquie où il a pris part au 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Avant la Turquie, le président Ouattara était en France. 3 semaines après les attentats de Bruxelles, la ministre belge des Transports et de la Mobilité démissionne. Elle est accusée d'avoir négligé des rapports pointant les défaillances graves en matière de sécurité dans les aéroports de Bruxelles. Le gouvernement brésilien avait déposé un recours devant le tribunal fédéral suprême pour annuler la procédure de destitution qui menace Dilma Rousseff, mais la justice a rejeté la requête. La Chambre des députés vote aujourd'hui est prévu donc dimanche se réunit en ce moment. La Chambre des députés se réunit en ce moment. Et en culture, les arts et la culture à l'honneur à Grand Bassam, sur initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie et l'UNESCO, une journée d'hommage a été organisée en vue d'appeler et redonner des couleurs à la ville historique. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après une semaine passée à l'étranger. Il revient de la Turquie où il a pris part au 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Le sommet démarré mercredi a pris fin aujourd'hui. Les réflexions ont porté sur le thème unité et solidarité pour la justice et la paix. Lors de son séjour, le président Ouattara a réitéré sa volonté d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération avec Ankara. Avant la Turquie, le président de la République était en France. Il a participé au Forum des marchés émergents à Paris les 11 et 12 avril dernier. Arrivé donc à Abidjan cet après-midi, le chef de l'État s'est adressé à la presse pour faire le point de sa mission. Nous écoutons maintenant le président Ouattara. Je viens de rentrer d'Istanbul avec une forte délégation. Nous avons pris part aux travaux du 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui avait pour thème unité et solidarité pour la justice et la paix. Ce sommet a été l'occasion pour le monde musulman de condamner le terrorisme sous toutes ses formes et de dire au monde entier que la religion musulmane est une religion de paix et de solidarité. Le président Erdogan, qui assurait la présidence de ce 13e sommet, a préconisé une mutualisation renforcée de nos efforts dans la lutte contre le terrorisme afin de venir à bout de ces fléaux. Il a par ailleurs recommandé la création de la conférence des femmes de l'OCI pour l'accroissement du rôle des femmes dans la communauté de l'OCI. Il a aussi souligné la nécessité d'une réponse adéquate à la question des migrants. Il a insisté plus particulièrement sur la nécessité d'avoir plus de justice dans le monde. Au cours du sommet, un plan décennal a été adopté avec une composante économique qui concerne la redynamisation des instruments de développement. À marge de la conférence, j'ai échangé avec le président Erdogan, que j'ai remercié pour d'abord sa visite en Côte d'Ivoire le mois de février dernier et aussi pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé pendant notre séjour à Istanbul. Nous avons réaffirmé ensemble notre volonté d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Avant mon séjour en Turquie, j'étais à Paris où j'ai pris part au Forum des marchés émergents des 11 et 12 avril à l'invitation de l'ancien directeur général du FMI, M. Michel Cansu, et du gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Gallo. Plusieurs éminentes personnalités y ont participé, y compris l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, M. Kohler, les gouverneurs des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, également des gouverneurs ou anciens gouverneurs des banques centrales européennes. Ce forum qui avait pour thème le monde en 2050 a évoqué les grands défis auxquels les leaders d'aujourd'hui sont confrontés en vue d'offrir un meilleur avenir aux générations futures.
Et évidemment, pour ma part, m'inspirant de l'expérience de notre pays, j'ai indiqué que pour l'Afrique, évidemment, la question importante, c'était de voir comment nous pouvons continuer de faire les progrès qui ont été réalisés au cours de la décennie écoulée pour que les pays africains puissent être émergents au plus tard en 2050. Et évidemment, nous avons attaché une attention particulière à la croissance démographique. Ce qui est à noter, c'est qu'en 2050, le monde d'aujourd'hui, qui a 7 milliards 400 millions de personnes, atteindra 10 milliards de personnes en 2050. L'Afrique, qui compte aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants, aura 2,5 milliards d'habitants, donc plus du double de la population d'aujourd'hui. Ce sera donc le continent où nous allons voir la plus forte croissance au fil des 35 prochaines années. Et cette population sera essentiellement composée de jeunes. Donc le défi pour les pays africains, pour les responsables africains, sera de trouver des emplois pour ces jeunes. D'où la nécessité de faire des investissements massifs. Et j'ai indiqué en Côte d'Ivoire ce que nous essayons de faire dans tous les domaines, que ce soit les domaines des infrastructures, donc du social comme de l'agriculture et de l'industrie. Nous avons bien insisté sur la nécessité de bien former cette population jeune, de lui offrir des possibilités d'emploi et de faire en sorte qu'elle soit en bonne santé pour soutenir la croissance économique dont nos pays ont besoin. Alors, j'ai insisté sur la nécessité aussi pour l'ouverture des frontières, notamment en Europe, pour les jeunes qui veulent y aller pour avoir un peu plus d'expérience ou des formations spécialisées. Alors, le forum a été marqué par le lancement du livre intitulé « Le monde en 2050 », un livre écrit par 26 éminentes personnalités, des experts, donc conduit par Michel Kamsu et M. Arinda Koli, deux grandes personnalités du monde des finances. Et ce livre présente les défis et les 10 grandes tendances auxquelles notre planète sera confrontée à l'horizon 2050. À marge du Forum des marchés émergents, j'ai échangé avec l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Kohler, et l'ex-premier ministre du Kenya, Raila Odinga. Et avec Horst Kohler, nous avons échangé sur la nécessité d'encourager la communauté des hommes d'affaires allemands à investir en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région ouest-africaine. Avec l'ex-premier ministre Odinga, nous avons évoqué ensemble nos souvenirs à l'occasion de la crise post-électorale, car il faisait partie du groupe des médiateurs, des chefs d'État et des responsables qui nous ont rendu visite en 2011 à l'hôtel du Golfe. Nous avons donc pu dire aux uns aux autres comment la Côte d'Ivoire a évolué au cours de ces 5 dernières années, les progrès qui ont été réalisés et surtout notre détermination à faire en sorte que les choses continuent dans la paix pour le bonheur des Ivoiriens. Voilà, c'était le président de la République, Alassane Ouattara, à son retour donc de la Turquie et de la France. Le chef de l'État, comme on l'a vu, donc a regagné Abidjan. Le Premier ministre, lui, est toujours en mission à l'étranger. Il est aux États-Unis où il prend part aux assises des assemblées générales du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En marge des travaux qui ont débuté hier à Washington, le Premier ministre ivoirien multiplie les rencontres. Il a été reçu par la Chambre du commerce des États-Unis pour parler des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Thomas Gessambi est notre envoyé spécial. Conduite par Yung Zhengsheng, la délégation de la conférence consultative du peuple chinois est venue promouvoir la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Dans ce projet, la sécurité occupe une place de choix, a affirmé le chef de la délégation. En retour, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a souligné que la Côte d'Ivoire attache du prix à cette relation. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un exemple concret de la coopération, qu'il s'agit des applications des nouvelles technologies de l'information dans la sécurité. Tel ce projet qui va nous permettre de lutter efficacement contre le terrorisme.
Vous savez que nous avons eu récemment les attentats à Grand Bassam, mais c'est grâce aux acquis des nouvelles technologies que nos agents ont eu des moyens d'investigation qui ont permis plus ou moins de déterminer les personnes qui ont fait ces actes avec des vidéos, avec des photos à l'appui. Outre la délégation du Sénat chinois, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a reçu le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. Ce dernier est porteur d'un message du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président Obiang, avec son engagement pour la cause africaine, il pense que la Guinée équatoriale devrait postuler au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Dans 2 semaines, on va ouvrir au moins un consulat immédiatement ici en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a également reçu une délégation de collectivités de l'espace UEMOA en mission de travail en Côte d'Ivoire, venue s'inspirer de l'expérience ivoirienne, mais également travailler sur un mécanisme de financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Voilà, c'était le reportage d'Abou Sanogo sur la Côte d'Ivoire et la Chine qui envisagent donc de renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité. Le président du Sénat chinois, donc en visite à Abidjan, a abordé le sujet, vous l'avez vu, avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après, le président du Sénat chinois, le ministre Ahmed Bakayoko, a échangé avec le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale et une délégation des collectivités de l'espace UEMOA. 40 ex-combattants vont faire leur insertion dans le tissu socio-économique, bénéficiaires du projet d'orientation professionnelle et de formation par apprentissage. Ces ex-combattants ont reçu leur carte professionnelle. Ces cartes leur ont été distribuées en présence du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi. C'est un reportage d'Éric Goré. Des ex-combattants prêts à embrasser une nouvelle vie après avoir été formés au métier de l'artisanat. Ils ont abandonné les armes pour les branches professionnelles du bâtiment, de l'automobile, de la mécanique générale, de l'esthétique et de la construction métallique. Ils bénéficient du projet d'orientation professionnelle et de la formation par apprentissage. Ces ex-combattants font partie d'une vague de 1700 ex-combattants formés et installés dans la période de juillet 2015 à février 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle vie réjouit les bénéficiaires. Je vais m'adonner à mon nouveau métier qui est l'électronique. Et puis, en fonction de cela, je vais essayer de faire de sorte que je puisse m'organiser. Pour le ministre Paul Kofi Kofi, c'est un pari réussi pour le projet de désarmement et de réinsertion des ex-combattants. Tous ces jeunes ont fait des programmes de resocialisation. Nous les avons mis dans des espaces pour leur permettre de réintégrer la vie sociale. Parce qu'il n'y a pas que la vie économique. Il faut que ces jeunes soient réacceptés par leur environnement, qu'ils arrivent à se débarrasser dans leur esprit du phénomène de conflit et de guerre et qu'ils acceptent, n'est-ce pas, de se retrouver avec des personnes contre lesquelles ils ont combattu. Donc c'est un travail de longue haleine qu'a réussi la DDR dans le cadre de ce programme. Les responsables du projet d'orientation professionnelle et de la formation par apprentissage des ex-combattants entendent poursuivre cette action pour insérer totalement dans le tissu socio-économique tous les ex-combattants et leur garantir un avenir radieux. La commission des juristes de l'Afrique de l'Ouest est en réunion à Abidjan, une réunion qui devrait aboutir à l'élection du président de cette commission. Les juristes de l'Afrique de l'Ouest ont mis en place cet organe pour promouvoir les droits de l'homme dans l'espace de la CEDEAO, nous explique Doua Delazer. Une commission des juristes de l'Afrique de l'Ouest pour la consolidation et le renforcement de l'état de droit dans les pays membres de la CEDEAO. Cette institution a pour objectif de promouvoir les droits de l'homme et des professions juridiques en Afrique subsaharienne. Elle apparaît également comme un instrument d'échange et de coopération judiciaire entre les États membres. À cette assemblée constitutive, les juristes des 14 pays de la CEDEAO vont statuer sur les tests qui régissent la commission en vue de leur validation. La présente assemblée constitutive aura la tâche de réfléchir, d'échanger et d'adopter les textes fondateurs de la commission des juristes ouest-africains. La dite commission aura pour objectif promouvoir l'harmonisation des textes juridiques conformément au traité de la CEDEAO. Je suis certain qu'il en sortira des résultats bénéfiques pour notre sous-région.
Le président de la commission des juristes de l'Afrique de l'Ouest, outil majeur de prévention des conflits et du respect des droits fondamentaux des citoyens, sera connu le 16 avril prochain à l'issue d'une élection. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est notamment marquée par les festivités du PDCI RDA. Le parti célèbre jusqu'au 30 avril prochain son 70e anniversaire. Et bien pour ces festivités, la direction du PDCI a décidé d'honorer ses pionniers militants de première heure. Ils ont été faits grands officiers dans l'ordre du mérite. C'est un reportage de Sidonie Davila. Devant tout le Gotha du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ils ont été décorés. 27 caciques du parti septuagénaire ont vu leur mérite récompensé. Ils sont devenus chacun grand officier dans l'ordre du mérite. Exprimant toute leur reconnaissance au président Henri Konan Bédié, leur premier responsable, les récipiendaires ont dit leur fierté d'appartenir au parti. Je remercie le président Bédié qui m'a décoré. Ça signifie qu'on ne m'a pas oublié que je vis encore et que le PDCI vit. Au-delà de la décoration, ce qui importe, c'est de constater qu'un parti politique en Afrique fête ses 70 ans d'enfilée et d'existence. C'est un exemple qui doit inspirer d'autres. Et c'est un appel surtout à la fidélité, à la continuité dans l'action. C'est une joie pour moi, pour ma famille et puis pour mes amis. Ce que je pourrais dire aux militants, c'est d'être courageux, patient, travailler davantage, parce que seul le travail paye. Dans le cadre des festivités marquant les 70 ans d'existence de ce parti, le PDCI RDA, les jours prochains s'annoncent avec d'autres journées, hommages en faveur des femmes et des plus jeunes. Le président du mouvement des forces d'avenir vient d'une tournée dans l'ouest du pays. Le président du MFA a échangé avec les militants de la région du Tonkpi. Il leur a présenté les délégués départementaux. Il s'est aussi prononcé sur la nouvelle identité du MFA. Eve Bouy. Cette rencontre entre l'instance dirigeante du mouvement des forces d'avenir MFA et les militants de la région du Tonkpi a permis à Mbrayao, délégué régional, de présenter les différents délégués départementaux. Une occasion aussi pour Anzoumana Moutaye, président national du MFA, d'expliquer à ses militants le nouveau visage du parti. Le MFA nouveau, c'est un parti qui a une ligne claire et qui respecte ses engagements. Nous sommes au RHDP et nous l'assumons. Le deuxième caractère, c'est qu'aujourd'hui, tous les militants du MFA, comme un seul homme, sont ensemble pour travailler, pour faire avancer le parti. Et troisième élément, c'est que c'est un MFA qui sort sa tête et qui est visible. Une visibilité matérialisée donc par les militants de la région du Tonkpi. Le nouveau siège est ainsi inauguré. Le RDR est aussi en tournée de sensibilisation. L'un des cadres du parti, le ministre Bruno Nabagné-Koné, a rencontré les militants du Rassemblement des Républicains de la région de Nzi. Il s'est prononcé sur l'intérêt du parti unifié RHDP. Ouattara Amadou Walter de RTI Boaki. Le ministre Bruno Nabagné-Koné à la tête d'une délégation dans la région du Nzi pour impulser un nouveau départ aux structures de base du RDR, Rassemblement des Républicains. Kwasi Bokanda et Dimbokro sont successivement visités. Meetings et échanges à huis clos ont permis à l'envoyé du RDR d'inviter les militants de son parti à soutenir leur mentor, le président Alassane Ouattara, dans ses œuvres de transformation de la Côte d'Ivoire. Aux prochaines élections locales, il faudra massivement vous déplacer pour voter les candidats du RHDP. L'important, c'est ce qui s'est dit en silence entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Dans cette même logique, la délégation du RDR dans la région du Nzi a reçu l'appui de la coordination locale du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Elle dit avoir bien perçu le message de ses hôtes du RDR, autant que les militants de ce parti. Nous avons formé un tout à travers le directoire, à travers le présidium. Et aujourd'hui, il n'est pas question de se diviser. Je serai toujours prête à continuer la lutte du RDR.
et du RHDP. La réhabilitation des routes de la région d'Unzi et la reconnaissance du combat politique des militants sont des doléances exprimées par la délégation du RDR dont le chef Bruno Nabagné Koné a promis des suites favorables. Aussi promise une vingtaine de motos pour faciliter les missions des coordinations du RDR dans la région d'Unzi. Lesquelles coordinations ont reçu sur place un soutien financier de la direction de leur parti. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, a permis à plus de 115 groupements féminins de Dabakala d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Mais 2 années après la mise en place du FAFSI à Dabakala, quel bilan dressé? Les femmes sont-elles sorties de la pauvreté? Arrivent-elles à se prendre en charge? Élément de réponse avec Soro Corona et Kwadi Kwame Jean de Dieu. Marché de Dabakala. Ce n'est pas la grande affluence du marché hebdomadaire. Koné Sali est vendeuse d'Atiéké depuis 4 ans. Sali attend de l'aide pour renforcer l'activité qu'elle a démarrée avec 5 000 francs. Son souci, comment être financé par le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. J'ai besoin d'argent pour augmenter. Loin du marché, Traoré Adiakha est parmi les 1000 bénéficiaires du FAFSI de la première dame Dominique Ouattara de Dabakala. Grâce au prêt FAFSI, présentement, mes enfants vont à l'école. Bien avant ça, vraiment, j'avais les difficultés. Au moins, le repas, c'était une seule fois par jour. À Dabakala, comme partout dans le pays, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a contribué à la création des conditions d'autonomisation de la femme. Grâce à ce fonds, elles contribuent aux dépenses de la famille. Elles n'attendent plus leur mari avant d'envoyer un enfant malade ou bien de prendre une décision financière. Le FAFSI a fait aujourd'hui que nous, les femmes de Dabakala, sont devenues autonomes. Et vraiment, ça nous fait plaisir. La Fédération des associations et groupements féminins du Dabakala a rendu un hommage appuyé à la première dame Dominique Ouattara. Hommage pour son combat en vue de permettre aux femmes de Côte d'Ivoire d'accéder à des ressources financières à coût réduit, de créer et de redynamiser des activités génératrices de revenus. FAFSI a fait que Dabakala aujourd'hui est devenue une ville importante. Au cours de cette cérémonie d'hommage à la première dame, les autorités administratives et politiques ont exhorté les bénéficiaires à rembourser les prêts afin de permettre aux femmes en attente de profiter du FAFSI. À Dabakala, les femmes ont aussi bénéficié du soutien technique et financier de la mairie. Nous sommes en train d'organiser les femmes de la commune afin qu'elles puissent effectivement prendre leur envol au niveau de l'autonomisation. C'est ainsi que nous essayons de les équiper à travers des activités génératrices de revenus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, partout en Côte d'Ivoire, les femmes retrouvent leur autonomie financière grâce au FAFSI. Après 2 ans d'activité, le FAFSI est passé d'1 milliard à 4 milliards de francs CFA. Et je l'annonçais en début de journal, 3 semaines après les attentats de Bruxelles, la ministre belge des Transports et de la Mobilité a démissionné. Elle a donc été contrainte à cette démission puisqu'elle est accusée d'avoir négligé des rapports pointant les défaillances graves en matière de sécurité dans les aéroports de Belgique. Explication avec Gabriel Zani. Une négligence fatale pour Jacqueline Gallon. La ministre belge des Transports et de la Mobilité démissionne après avoir été accusée par l'opposition d'avoir négligé des rapports indiquant des défaillances graves dans la sécurité des aéroports de Belgique. Après une discussion avec le Premier ministre, je l'ai informé ce matin que je lui remettais ma démission en ma qualité de ministre de la Mobilité et des Transports. À l'origine de sa démission, un rapport de la Commission européenne indiquant dès avril 2015, soit 1 an avant les attentats qui ont frappé Bruxelles, que ces services ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour effectuer les inspections dans les aéroports. Jacqueline Gallon, la ministre belge des Transports et de la Mobilité, a nié avoir reçu ce rapport, mais elle est contredite par le chef de son administration, qui lui-même a démissionné le jeudi. Ma façon d'agir a parfois dérangé certains, mais a aussi été applaudie par d'autres. C'est pour cela que je garderai toute ma force de proposition. Fragilisée, Jacqueline Gallon se défend et finit par démissionner. Le Premier ministre Charles Michel a accepté la démission de sa ministre
accusé d'incompétence depuis son entrée en fonction en octobre 2014. Dans la foulée, Khalil Zerkani, dont le nom est cité dans les enquêtes sur les attentats de Paris, Saint-Denis et Bruxelles, a été condamné ce jeudi à 15 ans de prison par la Cour d'appel de Bruxelles. Il est accusé d'être l'un des plus importants recruteurs de djihadistes belges. Khalil Zerkani a notamment recruté Abdelhamid Abaoud et Shakib Akou, membres du commando qui a frappé la France le 13 novembre 2015. Et ajoute aussi en bref que 5 personnes ont été arrêtées hier en Grande-Bretagne. Elles sont suspectées de participation à des actes terroristes. C'est grâce à une étroite collaboration avec les autorités belges et françaises que ces arrestations ont pu être possibles. La campagne officielle du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne a démarré. Le vote aura lieu dans 10 semaines, c'est-à-dire le 23 juin prochain. Les sondages annoncent pour l'instant un résultat très serré, alors que les Britanniques ne se sont plus prononcés sur l'Europe depuis 1975. David Cameron défend le maintien dans l'UE. Pour le Premier ministre, la prospérité du Royaume-Uni passe par l'Europe. Et le taux qui se resserre autour de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, après avoir vu rejeter sa demande d'annulation de la procédure de destitution à son encontre par le tribunal fédéral suprême. C'est au tour du Congrès d'ouvrir le débat sur cette destitution. Elle est accusée d'avoir maquillé des comptes publics pour favoriser sa réélection en 2014 et d'avoir, en 2015, minimisé l'impact de la crise économique et des déficits publics. Salima Toudia, Sylvie Touré. Le compte à rebours est lancé, le sort de Dilma Rousseff, désormais entre les mains des parlementaires brésiliens. Ce vendredi, le débat sur la poursuite ou non de la procédure de destitution s'est ouvert à l'Assemblée avec au perchoir le président de la Chambre des députés, ennemi juré de la présidente. 3 jours, c'est le délai dont disposent les députés pour statuer sur les accusations contenues dans le rapport de la commission spéciale du Parlement présenté le 11 avril dernier. C'est un processus historique, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un processus très grave et nous avons la responsabilité de le conduire pour que, quelle que soit la décision qui sera prise, le pays puisse avoir une réponse à cette décision et continuer avec une vie normale. Cette phase décisive devra connaître son épilogue dimanche prochain. L'opposition devra obtenir les 2/3 de vote de la Chambre basse, soit 342 sur 513 voix, pour que la destitution de la présidente soit soumise à l'approbation du Sénat. Une situation que Dilma Rousseff avait sans succès tenté d'empêcher auprès du tribunal fédéral suprême. Même la Cour suprême a exceptionnellement tenu une réunion extraordinaire et la décision montre que réellement, tout le monde veut que ce problème soit résolu une bonne fois pour toutes. Inculpée de corruption dans le cadre du scandale Petrobras, la présidente du Brésil est accusée d'avoir sciemment maquillé les comptes publics en 2014 en pleine campagne électorale pour minimiser l'impact des déficits publics et de la crise économique afin de favoriser sa réélection. Dilma Rousseff dénonce pour sa part une tentative de coup d'État institutionnel émanant d'une opposition qu'elle taxe de revancharde, n'ayant pas accepté sa défaite en 2014. On revient en Côte d'Ivoire pour parler des arts et de la culture qui sont à l'honneur à Grand-Bassam. À l'initiative du ministère de la Culture, de la Francophonie et de l'UNESCO, une journée hommage a été organisée en vue de redonner des couleurs à la ville historique de Grand-Bassam, frappée, je rappelle, le 13 mars dernier par une attaque terroriste. Alexis Ouitraoko. Grand-Bassam, ville éternelle, c'est le thème choisi pour cette journée hommage. Exposition d'œuvres d'art, spectacles artistiques, chants et danses, les artistes de Côte d'Ivoire ont voulu célébrer l'art sur le bord de mer. C'est une toile qui retrace l'histoire de Grand-Bassam. En fait, on a voulu reprendre l'idée de la marche où les femmes se sont levées contre une idéologie que nous avons trouvé dépassée. C'est une image symbolique qui nous renvoie à la lutte contre le terrorisme. Site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand-Bassam a pour vocation de promouvoir la tolérance, de promouvoir l'amour, de promouvoir la fraternité. Organisée en collaboration avec l'UNESCO, cette journée entendait redonner des couleurs à l'ancienne capitale. Malgré les situations graves que nous pouvons vivre dans la vie, la culture et l'art sont là pour égayer nos vies et nous devrons profiter de toutes les opportunités possibles, montrer que l'art et la culture résistent face à toutes les adversités
et à tous les obstacles qui peuvent se dresser dans nos vies. La vie a repris le dessus sur la mort, et ça c'est extraordinaire. Vous voyez, on a eu tout le monde, politique, administratif, sportif. Aujourd'hui c'est l'art et la culture, et ça c'est la vie. Les arts et la culture restent essentiels pour promouvoir des valeurs de droit, de justice et cimenter le vivre ensemble. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.